Bonsoir, bienvenue sur la libre antenne, comme tous les soirs, 21h, minuit sur metatv.org, c'est la saison 2. Et ce soir, on est avec Alain Benajam. Alain, ça va? Bah oui, écoute, on va faire notre numéro de duettiste habituel, mais enfin... Il y en a qui croyaient que c'était en direct Ah avant, là. bon. Ah ouais, on me disait, ça a commencé, ils sont déjà en train de s'engueuler, mais non. Non. Bon, après, il y a le pauvre Romain, j'ai vu, il se faisait troller un peu, on me dit, c'est un arbitre muet. Il prenait les coups un peu. Bon, Romain, en tout cas, on lui fait une grosse dédicace. C'est vrai que c'était... de toute façon, il y en a beaucoup qui ont cru que c'était une grosse engueulade de fou. Je disais, mais les gars, calmez-vous avec Alain, c'est tout le temps qu'on s'engueule dès qu'on parle de République, c'est pas la première Bah fois. justement, on va en parler ce soir. Alors on a décidé d'en parler ce soir, donc ça va leur plaire. Et comment dire, bonjour évidemment à tout le monde connecté, parce qu'il y a pas mal de gens sur le chat, Balzac, Defray, Abekoum, Alexandre, Barbatruc, Billy, Benit Corod, Bluesman, Boris, Basilicman, Erani, Pierrot, Frit Fricadel, le Buraliste, Patriote, Papatrol, voilà, Erenui, hein, voilà la petite nouvelle équipe qui se met en place sur le chat. Et ben voilà, salut à vous tous, salut à la régie, à Steph, voilà, ceux qui nous regardent derrière leur écran aussi. Et ce soir, on va commencer. On s'était dit qu'on allait commencer quand même par parler un peu Oui, quand on même va du faire le Donbass et de point l'Ukraine. Il faut quand même faire un petit point sur ce sur qui se le passe. Donbass. Bon, bien que les gens se tiennent au courant, maintenant, ceux qui nous regardent, ils sont abondamment informés par Facebook, par les différents sites, il y en a de plus en plus. Bon, la situation, elle est marquée par plusieurs choses. D'une part, le chaudron de Debaltsevo. Oui. Hein. Donc là, tu peux passer la carte Novorossia en russe. Donc là, on a, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait un saillant dans le nord-est du, du Novorossia. Un saillant, c'est une espèce de couloir qui rentrait dans la zone qui est contrôlée par les républicains, et que de ce saillant, évidemment, l'armée ukrainienne espérait couper en deux la Novorossia. Bon, faire un saillant aussi étroit, c'est toujours un problème militaire. Hein. On a vu déjà que par le passé, les républicains ont permis à l'armée ukrainienne de rentrer dans des couloirs comme ça, et puis pouf, de les fermer derrière. Hein. Donc on sait très bien que dans les armées modernes, qui consomment beaucoup de munitions, énormément de carburant, et qu'il faut les approvisionner en permanence, et que la plus grande part des soldats, d'ailleurs maintenant dans les combats modernes, sont affectés à la fourniture, si tu veux, de munitions, de munitions, de carburant, de nourriture, etc. Bon. Et donc, quand une compagnie mécanisée forte de plusieurs milliers d'hommes n'a plus la ressource de pouvoir être ravitaillée, eh bien, finalement, les combats finissent par s'éteindre. Donc c'est là tout l'art de la guerre moderne, dont les soviétiques étaient d'ailleurs les grands maîtres, hein, avec le général Zhukov, hein, Stalingrad, rappelle-toi, hein, c'est justement de couper des formations ennemies de leurs arrières et les obliger à se rendre. Donc c'est ce qui est arrivé dans le village de Debaltsevo, qui est presque au cœur de la Novorossia, et donc ce saillant a été fermé. Bon. Et les pertes commençant à être énormes, les autres, ils ont crié au charron, rien, on arrête tout, faut une trêve, et c'est là que Les accords de Minsk arrivent, les c'est ça? Minsk 2, Minsk 2, hein, oui. hein, il faut voir que le Minsk 1, c'était la même chose, dans les mêmes situations.
où l'armée ukrainienne avait perdu énormément d'hommes. Donc ça veut dire en fait, au moment où ils se retrouvent, on va dire, en difficulté sur le terrain militaire, ils font une négociation pour demander une trêve. Parce qu'on a vu dans la négociation, il y avait le fait que les mercenaires étrangers pouvaient être évacués. D'ailleurs, non, mais dans la négociation, ils n'ont pas parlé de Debaltsevo. Bah, ils ont dit toutes les forces en présence, qu'elles soient ukrainiennes ou étrangères. Oui, mais dans les discussions, jamais le terme de chaudron de Debaltsevo n'a été évoqué, parce que la partie ukrainienne n'a pas voulu admettre que ses troupes étaient trappées dans ce chaudron. Ils n'ont pas voulu admettre. Donc, ils n'ont pas voulu admettre, donc ils n'en ont pas parlé. Et donc, les choses sont restées comme telles. Alors, comme on n'en a pas parlé et on ne sait pas trop quel serait le statut de ce chaudron, pour les Républicains, ce chaudron fait partie de la Novorossiya, enfin de la partie qui est contrôlée par leurs troupes, et que ils disent, nous, on va réduire les différentes poches qu'il y a, et puis après, donc, on va cesser le feu. Mais permettez-nous de réduire que ces gens qui sont enfermés dans ce chaudron se rendent. Voilà, ça c'est leur position. C'est leur position, c'est une position qui n'a pas été évoquée aux accords de Minsk II, en dépit de la demande de ces gens-là. Ils disaient, oui, mais alors Debaltsevo, oui, mais Debaltsevo. Ils ont dit, non, on ne sait pas ce que c'est que Debaltsevo. Alors, bon, voilà. En plus, à Debaltsevo, il semblerait qu'il y ait énormément de soldats étrangers. Ouais, on y parle beaucoup l'anglais, le polonais, oui, voilà, l'hollandais. C'est ce que j'ai lu des rapports aussi des commandants de Novorossiya. Ils disaient qu'il y avait au moins 5 langues qu'ils avaient interceptées dans les communications, dont du français, évidemment, de l'anglais, du polonais, et puis il y avait 2 autres internationales ici, des hollandais, voilà. Ouais. Donc voilà la situation. Donc aujourd'hui, les combats sont intenses dans la poche de Debaltsevo, qui s'est réduite. On dit ce soir que les Républicains ont atteint le cœur de la ville et donc on aurait pris ou serait sur le point de prendre le bâtiment administratif de la ville. Des centaines de soldats se seraient rendus déjà. Le président de la République de Donetsk qui a été blessé, Zakharchenko, il a été blessé cet après-midi. Donc, c'est un président de la République qui va au combat, toi. T'imagines le flambu casque lourd, aller combattre là-bas au Mali. Non, bon. Lui, il a été blessé au combat à Zakharchenko. Il a reçu un éclat d'obus dans la cheville. C'est pas très, très grave. Mais bon, ce qui montre que... c'est pas les mêmes. Il mouille sa chemise. Alors, il y a aussi des combats dans le sud, près de Mariupol. Vous voyez donc la carte. Au sud, il y a la mer d'Azov. Et puis, à la limite, entre la partie républicaine à droite, et il y a la ville de Mariupol, qui est une ville balnéaire. Qui a été bombardée, c'est ça, Mariupol, ça a été bombardé par les Ukrainiens, par les forces. Mariupol, ça a été bombardé, on ne sait pas par trop qui. Les autres, ils ont levé les bras au ciel, ils ont dit oui, ce sont les Républicains qui ont tué les civils. Finalement, on ne sait pas. Mais on sait que là, il y a quelque temps, la division néo-nazie Azov a organisé une contre-attaque vers l'est. Vers l'est, vers la ville de Novoassorsk. Donc ils ont avancé, les autres les ont laissés avancer. Et d'ailleurs, c'est là que deux Français volontaires ont été blessés. Guillaume, dit le Normand, a reçu un éclat dans le doigt, dans la main. Et notre ami Goliot, l'infirmier, il a été blasté, donc il est devenu sourd. Et dans ces combats-là, dans les volontaires, parce qu'il y a des volontaires russes, il y a quand même eu 2 morts, quoi.
hein, dans la contre-attaque de Azov. Mais la contre-attaque qui était stoppée. Mais là, ça continue à se battre actuellement entre Novo-Azovsk et donc Mariupol. Il y a des combats. Et puis, donc, ces combats dans la poche des Baltchevo. Alors, est-ce que la trêve et donc n'est pas pendant la trêve les combats continuent, hein. Jacques Frère avait dans son article il avait dit ça hier soir et donc bon bah ça continue quoi, c'est tout, hein, voilà. Hein, sauf pour l'instant les bombardements sur les civils de Donetsk se sont à peu près tus. Et parce que les autres salopards, ils ont bombardé Donetsk jusqu'à la dernière minute. Hein. Ils ont tué des civils jusqu'à la dernière minute. Et selon la doctrine états-unienne mise en place pendant la guerre de l'Irak, comme quoi les populations civiles sont des cibles, autant que les installations civiles. Alors, bombarder sciemment des installations civiles et les populations civiles, ce sont des crimes de guerre, selon les normes de l'ONU. Oui. Mais il faut dire que les autres, ils n'en ont rien à foutre, quoi. Ça, c'est clair. Hein. Je voudrais aussi citer pas une anecdote, mais un fait, quand nos deux nouveaux volontaires, Erwan Castel et Cécile, l'infirmière, sont arrivés, c'était dimanche, je pense, je ne sais plus si c'était samedi ou dimanche, sont arrivés à Donetsk. Non, c'était samedi, sont arrivés à Donetsk. Il y a un obus qui est tombé sur un arrêt de bus, qui a tué des gens. Et eux, ils étaient avec des journalopes de la RTBF. Donc on a vu ce reportage de la RTBF, d'ailleurs avec des commentaires hyper dégueulasses comme d'habitude, et où ils ont interviewé Erwan et Cécile. Ils ont montré Cécile a été versée dans l'hôpital central de Donetsk. Elle travaille maintenant depuis 3-4 jours au service de réanimation et de chirurgie thoracique de Donetsk. Et puis, ces journalistes ont assisté, qui les avait interviewés, qui ont commenté d'une façon particulièrement dégueulasse ce qu'ils avaient dit. Ils ont assisté à ce massacre. Hein. C'était vert, des corps éclatés partout. Ils étaient là. Hein. Ben, ils ont débiné nos amis, mais ils n'ont pas dit un mot à la RTBF sur ce qu'eux avaient vu. Hein, la journalope l'a failli tourner de l'œil. Donc, pas un mot. Donc, c'est pour vraiment montrer à quel point ces gens-là, c'est vraiment de la pourriture, quoi. Alors, à mon avis, ils ont tort, nos amis, d'accorder des interviews à ce genre d'individus. On me dit, bombarder les gens, c'est usuel depuis la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Oui. Ouais. Parce que c'est vrai que depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est vrai qu'il y a une volonté des bombardements de terreur. Il me semble, tu me contrediras si c'est faux, que c'est les Britanniques qui ont commencé, avant Hitler. Et qu'Hitler a fait ensuite une escalade, puisque les Britanniques bombardaient les villes allemandes, lui aussi s'est mis à bombarder les civils. En tout cas, selon la doctrine américaine des 5 cercles, qui a bien été déterminée, les objectifs civils sont des objectifs militaires. Donc ça, c'est clair. Hein, c'est que par là, on va faire pression sur les dirigeants, sur les militaires. Autant que, d'ailleurs, que les installations civiles comme l'adduction d'eau, les centrales électriques, le téléphone et les choses comme ça. Voilà. Donc pour eux, ils l'ont écrit, je l'ai mis sur mon mur Facebook. Hein, il y a
il y a un Wikipédia sur la théorie des 5 cercles, vous tapez théorie des 5 cercles, vous allez voir, et puis il va vous expliquer cette doctrine états-unienne qui montre que les civils sont des cibles militaires privilégiées. Voilà. Et en contradiction évidemment avec les conventions de Genève. Mais ils en ont rien à foutre. Ils ont strictement rien à foutre. C'est pour ça que dans toutes ces guerres qu'on a vues en Irak, en Libye, etc., justement, ce sont les civils qui sont c'est toujours les civils qui sont les premiers massacrés. Hein, donc, tout le temps, en Syrie, en Irak. En Afghanistan, voilà, à chaque fois. Parce qu'en plus, on avait vu ça, parce qu'en Irak, méthodiquement, les États-Unis avaient détruit toutes les infrastructures de l'Irak, en fait, 10 ans quasiment avant la guerre. Entre eux, je veux dire, 1990 et 2003, ils ont méthodiquement, je veux dire, avec des bombardements, détruit toutes les installations, les usines de retraitement des eaux, les hôpitaux, etc. En fait, l'Irak, en 2003, je veux dire, c'est déjà presque un champ de ruines. Justement, on parle des hôpitaux, parce que c'est pas seulement des civils. Hein, donc, parmi les civils, ils ciblent les hôpitaux, les écoles, les jardins d'enfants, les trucs les plus crades qu'ils peuvent trouver. Hein. Donc ça, maintenant, on a des preuves tangibles. Il suffit de suivre ces événements pour voir vraiment la crapulerie de ces gens-là. Enfin, c'est invraisemblable. Hein, des Charlie, là, ceux qui nous ont cassé les pieds avec Charlie, hein, ce sont des criminels, des assassins. Enfin, c'est le monde à l'envers, quoi. On me dit, d'ailleurs, quel est l'intérêt de bombarder des civils? Quel intérêt stratégique? Ah bah, alors ça, c'est très intéressant. Non, il faut l'expliquer. Non, mais il demande quel est l'intérêt stratégique. Bah, l'intérêt stratégique, c'est que les civils, leur souffrance va faire pression sur les dirigeants. Exactement. C'est-à-dire, en fait, on va infliger une politique de terreur qui va par... Allez, on va dire... Ça marche bien. Ça marche très bien. Parce qu'évidemment, quand la population a fait face comme ça à des souffrances, que des horreurs, au bout d'un moment, les gens, ils ne veulent qu'une chose, c'est que ça s'arrête. Pourquoi les républicains... à tout prix, ça pourquoi les républicains, là, ils l'ont dit, Zakharchenko, il l'a dit. Hein, pourquoi les républicains, ils ont signé, ils ont été d'accord avec ces foutus accords de Minsk 2 ou même Minsk 1, qui sont absolument pas dans leur intérêt, puisque... Ils étaient à l'offensive. Ils l'ont dit, c'est pour arrêter les bombardements sur les civils. Donc ça marche, on l'a vu, ça marche bien, quoi. On bombarde les civils, et les autres, ah bah non, bon, on va arrêter, parce que vous tuez des civils. Alors, les autres, ils disent, ah oui, des dommages collatéraux, tu parles. Befes, il y avait un volontaire que j'ai rencontré avant qu'il parte, Renaud Pyrénées, un ancien parrain, un petit mec vraiment sympa, et qui était pointeur dans l'artillerie parachutée. Hein. Donc lui, il a bien expliqué sur son site, il dit « Moi, je suis pointeur de mortier, je ne loupe jamais ma cible. » Donc il ne faut pas dire que quand des obus vont atteindre des zones résidentielles, que ce sont des dommages collatéraux. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, un artilleur, il tape au but. La preuve en est, c'est qu'on voit toutes ces colonnes de blindés qui reçoivent des obus de plein fouet. Enfin, tu vois une colonne de chars comme ça, puis tu les vois, pouf, ils ont tous reçu un obus. Les autres, ils disent, ah ouais, bah non, l'obus est parti comme ça. Mais c'est pas vrai. Ce sont des mensonges, si tu veux. On vit, il faut bien le voir, dans le scandale et l'horreur totale de ces médias menteurs, de ces gouvernants qui sont des assassins au sens propre du terme. Et ils viennent nous casser les pieds avec leur Charlie de merde. Ouais, parce que, bon, enfin, faut le dire clairement, le gouvernement ukrainien, là, le Poroshenko et toute sa clique, ce sont des nazis, quoi. C'est pas... Oui, on parle ils se cachent pas, quoi. C'est pour qui veut confirmer cette info, il suffit de taper un petit peu. Et je veux dire, c'est pas très compliqué. On tombe très 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 vite sur qui sont ces gens-là, quoi. Alors c'est pour ça que quelque part. Alors Poutine, lui, c'est quoi sa position? Parce qu'on a vu clairement dans ces accords de Minsk qu'il arrivait un peu, j'ai envie de dire,
en leur mettant la pression. Parce que François Hollande, il a fait une déclaration avant de partir en disant ce sera la guerre s'il n'y a pas d'accord. Donc, un peu. Oh non, mais on a jamais. C'est quand même fou. On a jamais. C'est rare quand même un président qui joue avec les mots comme ça. Il dit ce sera la guerre, mais c'est quand même la Russie dont il parle. Je sais pas si on a conscience quand même. Là, on parle de s'attaquer à la Russie. Je sais pas si la France a les moyens de s'attaquer à la Russie. On a plus cher. Je crois que la moitié des avions ils sont en maintenance. Enfin, je sais pas, mais. Mais en tout cas, ça a mis la pression dans l'opinion, quoi. Et peut-être que bien qu'il a voulu mettre la pression à Poutine, mais je trouve le problème de la Russie est clair aujourd'hui. La Russie est consciente que les États-Unis sont partis pour lui faire la guerre. Ouais. Cette conscience, elle est là, si tu veux. Les Russes ont été pendant très longtemps ont été naïfs. Il faut dire ce qui est, ils ont été naïfs, les Chinois encore plus, et on parlait de nos partenaires américains, des phrases comme ça. On a vu avec la Libye, les Russes ont permis de voter la résolution 1973 sur la no-fly zone. On a vu ce que ça a donné. Enfin, tout ça, nous, au réseau Voltaire, on levait les bras au ciel. Je dis, mais c'est pas possible qu'ils aient fait des choses pareilles. Et donc c'est la naïveté de certains dirigeants poutiniens associés à la traîtrise de ce qu'on appelle la cinquième colonne, c'est-à-dire les oligarques. Les oligarques qui se sont remplis les poches en pillant le pays. Tu vois, hein, donc ils se sont attribués les richesses de l'ex-URSS, n'ont omis de réinvestir les bénéfices dans le pays. Hein, et donc, eh bien, on a cru, ou on a même voulu un petit peu admettre que, si tu veux, que les USA puissent avoir un certain pouvoir, si tu veux. Bon. Donc, mais en Russie, il y a eu un mouvement nationaliste qui s'est levé, extrêmement important. Poutine a été poussé par le peuple, et les gens, ils veulent pas. Les Russes, ils veulent pas être OTAN, ils veulent pas être aussi stupides que nous, quoi. Hein. Voilà. Ils veulent pas. Ils veulent pas. Ils disent, nous, on est Russes. Comment vous êtes avec vos PD, avec vos machins. Avec... Doucement. On a la télé. N'oublie pas qu'on a la télé. Non, mais rien, nous, on est marqués, on s'en fout. Qu'est-ce que je te dis? Hein, non, mais parce que pour eux, si tu veux, on va parler tranquille. Si on parle pas tranquillement. Oui, mais on est quand même à la télé. Il y a des choses qu'on peut pas dire. On sait très bien que les Américains ont donné l'ordre de faire la promotion de l'homosexualité. Oui. Ils ont donné l'ordre de faire la promotion de l'homosexualité au travers de tout leur réseau, notamment à travers des réseaux maçonniques qui contrôlent complètement. Oui, à travers l'éducation, on l'a vu. Voilà, etc. voilà, ils ont donné l'ordre. Et donc, on sait très bien que, si tu veux, l'homosexualité a été réprimée en Occident pendant très très longtemps. Il n'y a pas si longtemps. Moi, mon ami Thierry Messant, il était président d'un groupe de défense des lesbiennes, gays, etc. Oui, bien sûr. Bon, au moment où la législation les réprimait. Bon. Mais, si tu veux, il y a eu un mouvement qu'on peut appeler progressiste, à un moment donné. Ça, si tu veux, c'est important ce que je dis, parce que ça montre comment eux, ils pratiquent. Ils s'en foutent. Que défendre l'homosexualité, ils n'ont rien à foutre. C'est pas ça. L'homosexualité, pour eux, c'est un marqueur. Tu comprends? C'est un marqueur qui veut être progressif. Progressiste. Progressiste, oui, c'est le grand mot que j'entends souvent. Progressiste, un marqueur progressiste. Voilà. Donc, eux, ils cherchent des marqueurs progressistes dans les mœurs. Tu vois, hein, comme, par exemple, avant la guerre, si tu veux, après la guerre, ils ont supporté la peinture abstraite.
Ouais. hein, contre le réalisme socialiste. Oui, Voilà. Donc ils cherchent des marqueurs progressistes pour dire nous on est pour le progrès. Et donc ce marqueur progressiste, ils ont suivi le mouvement de défense des homosexuels. Jusque-là, c'est bien, mais ils ont été jusqu'après promouvoir l'homosexualité, donc ils vont plus loin. Ça va jusque, si tu veux, la nanette à la femme à barbe. La femme à barbe, oui, Conchita Wurst. Ouais. Voilà, bon, ça devient du ridicule. Et donc, par là, on peut les soupçonner, si tu veux, hein, certains promoteurs de la famille traditionnelle les soupçonnent, au travers de ça, de vouloir détruire le tissu social, si tu veux, hein, de vouloir détruire la famille, de vouloir détruire le tissu social. Bon, on sait que ces gens-là, ils vont tout faire pour détruire les sociétés de l'intérieur, quoi. Parce que si tu veux, quand tu n'as plus de société, tu n'as plus de nation. Tout à l'heure, on va parler de la République et de la nation. Tu n'as plus de nation, tu n'as plus d'entité pour te défendre. Hein? Voilà. Tu vas défendre quoi? Tu n'as plus de famille, tu n'as plus de nation, tu n'as plus de patrie. Mais tu te défends rien, c'est fini. Les autres, ils font ce qu'ils veulent, si tu veux. Tu vois? Les gens, ils se motivent pour défendre quelque chose, pour défendre leur maison, pour défendre leurs enfants, pour défendre leur conception du monde, pour défendre leur morale. Quand tu as tout détruit et que tout le monde s'encule dans tous les coins, excusez-moi, mais bon... Mais à la télé. Qu'est-ce que tu veux faire? Non, mais il n'y a plus rien, quoi. C'est ce qu'on appelle l'hédonisme. Alors, c'est important de le dire, ça, parce que ça montre la différence dans les modes de vie de ce que les Russes, eux, ils tiennent à leur mode de vie, hein, et ils ne veulent pas de l'exemple que nous, on donne. Bah, ils n'en veulent pas. Ils veulent pas cette société, entre guillemets, complètement délurée, débridée, dans laquelle il n'y a plus ni valeur, ni repère, ni et puis, on va être clair aussi, il y a un sujet sur lequel, justement, Poutine, bon, parce que, évidemment, l'histoire de l'homosexualité, elle a été érigée un peu, je trouve, comme c'est un peu l'épouvantail qu'on brandit pour nous dire que Poutine était à tous les points quelqu'un d'homophobe, etc. Mais en plus de ça, il y a aussi l'immigration, parce que clairement Poutine, par exemple, il parle, et ça on le sait que même les stratèges russes depuis très longtemps évoquent le fait qu'il existera des guerres ethniques, probablement des guerres raciales en Europe occidentale, à cause d'une immigration incontrôlée et freinée. Que Poutine ne comprend pas. Il parle d'un suicide pour la France. Alors, on se demande si Zemmour, il n'a pas inspiré de sa citation, mais il dit les Français se suicident, quoi, à aller vers un espèce de monde complètement ouvert, globalisé, dans lequel il n'y a plus aucun repère, quoi. On le voit bien, quoi. Oui, il n'y a plus la France. La France n'existe plus. Tout à l'heure, on va parler de la France, on va parler des traditions, et donc, on en a déjà parlé, mais on va en remettre une couche, parce que de toute façon, plus ça va, plus on a de spectateurs. On va reprendre le fond de l'histoire, finalement. Le fond de l'histoire. Et donc, ces gens de Novorossiens, eux, ils ont pris les armes. Ils sont prêts à mourir. Il y en a plein qui sont morts, hein, pour ne pas être comme nous. Ils voient notre exemple, ils disent, mais nous, on ne veut pas être comme ces connards. Mais non, non, mais ça va pas, non? Non, voilà. D'ailleurs, ça revient, justement, je repense à une émission qu'on avait faite ici, où justement, tu disais que eux refusent de se soumettre, donc ils sont en guerre. Et que nous, si on est en paix, c'est parce qu'on est soumis. Voilà. Et je trouvais que ça résume. Qui c'est qui a dit ça? C'est moi. C'est toi. Bah oui, je t'ai dit. Je suis pas con. Bah tu vois, tu dis des trucs sympas, des Non, mais justement, c'est un truc que justement j'y repensais, je me disais, mais il a totalement raison Alain là-dessus. Nous, on est en paix parce qu'on est soumis. Paix parce qu'on est soumis, clairement. Voilà, on est dans la Pax Americana, on est dans l'OTAN, donc on est en paix. Mais le jour où demain, soyons clairs,
on va se révolter, si on se révolte contre les États-Unis, il faudra s'attendre à vivre ce qu'ils vivent au Donbass. Absolument. Faudra pas, faudra pas les nier, là, on rigole pas, c'est pas des oiseaux de mauvais augure, c'est vraiment la logique. Si demain on refuse de soumettre, faut aussi s'attendre à ça. Faut s'attendre en France à ce qu'il y ait des opérations comme dans le Donbass, etc. Il y a l'excellent, si on peut le retrouver, Ouais. billet de personne, un des derniers, qu'elle intitule L'homosensualité. Ah Donc, oui. elle parle de ça, s'il peut leur trouver leur passé, parce que notre ami personne est toujours notre ami. Ah, bah, Et toujours. donc, ce serait bien, parce qu'elle suit un peu nos thèmes. On lui passe le bonjour en plus à notre ami personne. Comment? J'ai dit on lui passe le bonjour. On lui passe le bonjour, bien sûr. Et évidemment, on regrette, et moi je lui dis 100 fois, qu'elle se désintéresse du Donbass. Elle n'en dit pas un mot. Bon, on s'est un petit peu brouillé là-dessus, mais bon, peut-être que elle va peut-être comprendre que le cœur du combat, pour la liberté, c'est là qu'il se mène, quoi. C'est là qu'il se mène. Et on ne peut que soutenir ces braves gens, ces travailleurs, ces mineurs, ces mécaniciens, ces pères de famille, ces jeunes qui meurent, qui se battent pour ne pas être dans notre merdier à nous. Parce que tu vois, est-ce qu'on peut voir justement on va dire cet affrontement comme d'un côté, alors forcément, on va dire, je généralise, je caricature volontairement, mais entre, on va dire, un monde qui veut, voilà, que ce que veut défendre Poutine, c'est-à-dire les valeurs, la nation, la souveraineté nationale, etc. Et en face, le monde mondial, multiculturel, pas de valeur, enfin la seule valeur étant l'argent, le matérialisme et tout le reste, voilà, tout le reste justement on peut se payer tout, voilà, par l'argent. Et est-ce qu'il n'y a pas conflit inévitable puisque depuis 1990 et on voit on va dire que l'effondrement du mur de Berlin et l'avancée des Américains vers l'Est, puisque on va dire, à partir, on les a vus, toi qui as vécu ces événements, tu les as vus se jeter sur les pays de l'Est. Tu vois, bon, moi j'étais jeune, mais j'ai aussi connu ce monde qui basculait. J'ai toujours été vieux. Non, mais à l'époque, t'as bien. Parce que toi, t'as plus vécu l'histoire que moi. C'est-à-dire que, au sens où, quand ça, tu l'as vu, ces événements-là, c'était des changements majeurs quand même. Absolument. Quand t'as vu le mur de Berlin s'effondrer, c'est quand même énorme. Quand t'as vu des pays qui étaient dans le bloc soviétique, c'est-à-dire que t'as grandi en se disant, peut-être, j'irai jamais dans ces pays. Là, tu peux. Bon, toi, t'avais été quand même dans les pays de l'Est déjà, peut-être, tu avais raconté. J'étais coco. Toi, t'étais coco, t'avais le droit d'y aller. Mais nous, le Kidam, à l'époque, je veux dire, aller en Pologne ou en Hongrie, c'était pas évident, quoi. Enfin, moi, j'ai eu de la chance, je suis allé en RDA. Mais bon. C'était bien surveillé quand même. C'était pas. Je sais pas si c'était surveillé, j'en sais rien. Moi, j'ai été en RDA. Moi aussi, j'ai été en RDA. Oui, j'ai pu aller en RDA. J'étais en RDA, j'ai été en URSS. Bon, mais est-ce que c'était pas, voilà, ce que je voulais venir. Est-ce qu'il n'y a pas justement, si tu veux, une espèce de logique inévitable où une fois que ce monde, voilà, américain, on va dire, voilà, avec tout ce qui va avec, il avait avancé comme ça. Il finit par arriver à la frontière russe. Je veux dire, une fois qu'on est après la Pologne, c'est l'Ukraine. Après l'Ukraine, c'est la Russie. On est d'accord. Alors, il y a deux choses à voir. Il y a terminé une partie qu'on a évoquée, c'est-à-dire que l'impérialisme, moi je l'appelle comme ça. Appelons-le comme ça, vas-y, on peut le dire. Voilà. Il arrive toujours à se saisir de quelque chose qu'il présente comme progressiste. Donc il va définir par lui-même le progrès justement qui sont des valeurs qui font plaisir. Si tu veux, l'hédonisme, pour lui, c'est le progrès. Voilà, se faire plaisir, aller se faire enculer, c'est très bien, ça fait du bien, allez-y, tu vois. Donc, laisser les gens à leur petit plaisir personnel, ça ne peut que plaire. Ça ne peut que plaire aux gens. Voilà. Aller consommer et aller au partous, etc. D'ailleurs, les grands nous montrent l'exemple. On a vu le procès de l'autre, là, Strauss-Kahn. Oui. Tout le monde a vu, avec des descriptions détaillées de ce qu'il faisait. Bon.
Donc ça donne un exemple, et donc ils présentent ça comme le progrès, et ils vont toujours présenter le pire comme le progrès. Tu vois? Alors on voit bien, par exemple, dans l'interview de Cécile et de Erwan, Mhm. donc ils essaient de parler, et Cécile et Erwan ont parlé un peu comme nous. Oui. Et puis derrière, eux, ils en ont tiré des conclusions en disant, bah, vous voyez, c'est des gens d'extrême droite, et à la fin du truc, ah oui, c'est des nazis, ils vont revenir organiser des groupes armés et refaire comme l'attentat de Bologne. Tu vois, Oui. hein, tu vois leur truc. Donc leur truc, c'est de montrer que nous, défendant des valeurs, parce qu'on défend des valeurs. Pourquoi on défend des valeurs? C'est pas pour les valeurs, parce qu'on se défend. On est bien obligé de nous défendre, nous, au travers des valeurs collectives. Hein, parce que la valeur, c'est le collectif. On va pas, nous, se défendre chacun de son côté. Non, non. Donc, on est un collectif, et non, on a des valeurs collectives. Et si on a le temps de reparler des valeurs et des mythes, Oui, et on aura que le ce temps, qui ouais. fait, ce qui fait un ciment social, ce qui fait pourquoi on va, on va prendre les armes. Ce pourquoi on va prendre les armes. Parce que là, on ne les prend pas, les armes, Mhm. mais on devrait les prendre. Oui, bah, On devrait les Il y a prendre. Bertrand Mais du on les prend Donbass qui pas. dit ça d'ailleurs. Voilà. Tu vois, il Et ce dit c'est là-bas que ça se pourquoi joue. on prend les armes, et eux, ils vont toujours nous, nous démontrer pourquoi il ne faut pas les prendre. Hein, Mhm. et pourquoi, donc, nous voulant prendre les armes, on est forcément des gens de l'extrême droite, alors que ce qui est toujours paradoxal, mais ils en ont rien à foutre, c'est que de l'autre côté, c'est des vrais nazis avec des croix gammées sur les casques, Oui, ça, ouais. avec des saluts comme ça, et bon. Ça, de l'autre côté, mais ça, ils les voient pas, ça, non, ça. Ils les voient pas, et ils ne peuvent que traiter la petite Cécile que d'extrême droite et de facho, comme ils l'ont fait, parce qu'elle a parlé, elle est chrétienne tradie, et c'est au nom de ses croyances qu'elle a expliqué, qu'elle va combattre là-bas. Enfin, combattre, non, elle est infirmière, elle va pas combattre, mais qu'elle va aider ces gens-là, quoi. Voilà. Donc ils essayent toujours de renverser le monde, quoi. C'est toujours en permanence le monde à l'envers. De leur côté, ce sont les pires ordures. Quand tu vas décliner le CV de Bernard-Henri Lévy, mais c'est une horreur, c'est un immondice, quoi. C'est un immondice. Ce type, il devrait être en Sibérie en train de casser des cailloux. Donc, voilà, moi je suis pas pour la peine de mort. Mais bon, en Sibérie, casser des cailloux, c'est pas mal, hein, quand même. Hein, bon, mais ce sont des immondices absolus, et ils viennent nous faire la leçon à nous. Mais merde, bah, c'est le monde à l'envers. On me dit, Voilà. bah, c'était Bertrand du Donbass, il dit tout à fait d'accord Alain, le combat pour la liberté, entre guillemets, pour le système, c'est dans le Donbass qu'il se mène. Salut Bertrand, Ouais, hein. voilà. Je te fais la bise. Bon, bah voilà. Oh, d'ailleurs, je pense qu'on recevra de nous aussi, bientôt aussi, justement, des Français qui reviennent du Donbass, parce que, alors aussi, ça c'est une question qui m'a été posée, est-ce qu'ils sont considérés comme terroristes quand ils reviennent en France? Alors, du point de vue de la légalité, non, parce que, alors, il n'y a pas pour l'instant terroriste, quoi. Pour être terroriste, il faut avoir fait des actes terroristes. On est quand même dans un état de droit, et que, évidemment, que cet état de droit est mis à mal, mais il faut pouvoir avoir des éléments pour impliquer les gens, pour les mettre en examen. Il faut que les gens ils aient commis des actes répréhensibles. Là, pour l'instant, ces gens-là n'ont pas commis d'actes répréhensibles. Ils se sont engagés dans une armée, mais ils ne sont pas considérés comme des mercenaires, parce que le mercenariat est réprimé. Hein, eux, ils devraient à ce moment-là réprimer les Français qui sont mercenaires côté pro-US, Ouais. pro-américain, parce qu'ils sont payés très très cher. Tandis que nous, nos volontaires, ne sont pas payés du tout. Moi, quand je les ai au téléphone, les uns ou les autres, dans quelles conditions ils vivent, c'est épouvantable, quoi.